de Cassiodore. Alors, point important ici, mais que je ne vais pas analyser plus en détail, c'est la liaison de ce point de vue entre l'enseignement de Cassiodore et la pratique de la collection, qui paraît évident, et en particulier en ce qui concerne la composition épistolaire, puisque bon nombre d'étudiants SR qui deviennent par la suite notaires ou clercs de chancellerie vont soit utiliser, soit posséder un exemplaire de la collection. Et là, je vous montre ici un petit schéma en fait qui est emprunté aux travaux de Benoît Grévin, où vous voyez que parmi les matériaux utilisés par les praticiens du dictamen, à côté des grandes collections épistolaires, vous avez une série de textes satellites qui servent d'inspiration, mais dont la reprise en tant que telle dans les actes, les productions justement des dictatores, c'est parfois un peu délicate à pister, parce que ce sont pour la plupart généralement peu d'emprunts directs. Et parmi ces textes, on retrouve justement les Varia de Cassiodore. Alors ici, j'ai cité l'Italie. On sait également que la collection est enseignée en milieu parisien, grâce notamment au témoignage de Pierre d'Ailly, donc le cardinal Pierre d'Ailly, qui nous dit à la fin du XIVe siècle que les Varia étaient enseignés in primo scolae philosophorum, et on sait via d'autres données, par exemple le fait qu'il y a un exemplaire de la collection dans la Magna Libraria du Collège de Sorbonne, que les Varia circulaient et donc étaient utilisés déjà dans ce contexte. Alors il est possible qu'à Paris, en tous les cas, la collection ait dépassé le cadre de la seule faculté des arts. J'ai par exemple un cas, mais qui est encore difficile véritablement à bien saisir. On sait qu'en 1439, Jean d'Avron, qui est professeur en théologie, recteur de l'université à plusieurs reprises et également ambassadeur auprès de la cour royale, eh bien, en 1439, il achète une série de livres dans le cadre de ses cours au libraire juré Denis Courtilier, et parmi ces livres achetés, il y a un exemplaire de la collection de Cassiodore. Alors, est-ce que ce livre a été utilisé dans le cadre de ces cours? Ça, c'est un peu plus difficile à pister. Or, je termine ce panorama de la situation universitaire des Varia en citant deux genres textuels proprement universitaires et qui témoignent aussi de la grande plasticité d'emploi de la collection au-delà de la faculté, de la seule faculté des arts. Ce sont d'une part les discours académiques, et vous voyez ici qu'on trouve des exemples à la fois dans la faculté des arts, mais également en faculté de droit et de médecine, et d'autre part le genre des disputes, et là illustré notamment par une harangue assez célèbre prononcée par Jérôme de Prague en 1409 en faveur des thèses de John Wycliffe, harangue sur laquelle je vais revenir par la suite. Or, j'en viens au cas de l'université de Cracovie. Alors, vous savez que c'est une université qui est fondée certes en 1364, mais qui ne prend véritablement son essor qu'à partir des années 1397-1400, sous l'impulsion du couple Ladislas-Hedwig. Alors, on commence doucement à bien saisir le rôle et la richesse de cette université, notamment, je pense à la belle synthèse de Paul Knoll qu'il a publiée chez Brill en 2015. Et à partir de ces études, on peut déjà dire que c'est une université qui se caractérise en matière d'enseignement, et c'est important pour notre propos, par un goût prononcé pour tout ce qui concerne les arts libéraux, la philosophie, notamment la philosophie morale, avec une chaire d'enseignement de la philosophie aristotélicienne, et également un certain goût pour les textes de l'Antiquité. Il y a l'insertion d'un véritable foyer humaniste, et notamment à partir de l'Italie, et également un goût prononcé pour la pratique de l'ars dictaminis. Alors, j'en viens maintenant à l'utilisation de Cassiodore. Alors, de l'université de Cracovie, nous sont parvenus 7 exemplaires complets, un exemplaire qui est perdu, mais dont on a trace et sur lequel je reviendrai, ainsi qu'un autre manuscrit, mais qui transmet uniquement ici un extrait de la collection. Les 7 exemplaires ici que je pointe transmettent la collection complète en 12 livres. C'est important de préciser. Alors, je rappelle que la collection, donc, qui est composée en 12 livres, plus le 13e si on rajoute le De Anima, la collection n'a pas connu une diffusion
textuelle homogène, il y a des scissions avec l'établissement de familles textuelles et la création aussi de classes un petit peu disparates qui en fait sont nées par contamination. Mais ici, tous les manuscrits de Cracovie transmettent la collection complète. C'est important de le souligner. Ce sont des manuscrits qui sont copiés entre 1430 et 1468, soit sur une période assez courte, et je pense en tous les cas que cette production, elle est justement assez exceptionnelle et elle démontre un véritable besoin de la part des étudiants et des professeurs de l'université. Alors, je me suis posé la question de savoir comment Cassiodore est arrivé à l'université de Cracovie en Pologne. Alors, il y a deux pistes qui peuvent ici être avancées. D'une part, les liens étroits qu'entretenait l'université de Cracovie avec sa consoeur de Prague, où les varias circulaient déjà depuis un certain temps. Là, le fait justement que la collection, les manuscrits polonais transmettent la collection complète peut renforcer peut-être cette hypothèse dans le sens que, ici je vous montre un exemplaire de la collection qui est copié à Prague en 1415, qui est conservé aujourd'hui à Leipzig et qui est un manuscrit en fait qui a été apporté peu de temps après sa réalisation à Cracovie par son possesseur que vous voyez ici en haut, Jan Snedwitz, qui devient professeur à la faculté des arts de Cracovie. Alors, ce n'est pas en tous les cas à partir uniquement de ce manuscrit qu'on a copié, parce que certes, les exemplaires polonais, parce que certes, la collection ici est également complète, on a les 12 livres, mais du point de vue textuel, il y a quelques variantes, et donc il faut supposer, pour le coup, des manuscrits intermédiaires. Alors, l'autre porte d'entrée possible, c'est l'Italie, et plus particulièrement les universités d'Italie du Nord, Bologne et Padoue, institutions avec lesquelles Cracovie entretenait des liens étroits jusqu'à y envoyer plusieurs étudiants qui après revinrent évidemment à les bras chargés de livres. Et il y a une série de travaux, notamment des travaux récents d'Anna Orecki, qui ont mis en lumière justement le rôle de ces universités italiennes dans l'instauration d'un véritable foyer humaniste à Cracovie. Alors, en dehors de la question de l'origine de l'utilisation de Cassiodore à Cracovie, on peut dire en tous les cas que le succès, et ce qui explique sans doute, du moins à mon avis, la production de ces exemplaires, de ces nombreux exemplaires, eh bien, tient dans la figure d'un homme, Jean de Dabrovka, sur lequel je vais m'appesantir un petit peu. Jean de Dabrovka, qui est professeur à la faculté des arts et ensuite à la faculté de théologie, qui est auteur de plusieurs sermons, de commentaires exégétiques, etc., mais qui est surtout connu, qui est passé à la postérité dans l'historiographie polonaise par le commentaire qu'il fit de la chronique de maître Vincent Kadlubek, qui est un monument de l'historiographie justement polonaise, commentaire qu'il rédige au tout début des années 1430. À l'époque, c'est important, où il enseigne la grammaire et la rhétorique à la faculté des arts. Alors, ce commentaire, il se divise d'une certaine manière en trois grands pôles, des commentaires plus historiques et ensuite des commentaires philosophiques et moraux, avec, de ce point de vue, toute une série de thèmes de prédilection et qui nous intéressent dans l'utilisation justement de Cassiodore, puisque Jean de Dabrovka est assez sensible aux questions du gouvernement idéal, de la guerre, de la paix, des principales vertus que se doit de posséder le gouvernement, de l'éducation de la jeunesse aussi, et on voit des liens pour le coup avec la catégorie textuelle des miroirs au prince, et je vais revenir sur cet aspect par la suite. Alors, dans la réalisation de son commentaire, Jean a mobilisé une centaine d'auteurs différents qui sont connus pour près de 180 textes qu'il connaît soit de manière directe, soit par l'intermédiaire de Florilège. Il utilise par exemple abondamment le Manipulus Florum de Thomas d'Irlande. Alors, parmi ses principaux auteurs, on peut citer le Polycratibus de Jean Thesbury, le Breviloquium de Jean de Galles, le Sophilogium aussi de Jacques Legrand, et je vais revenir sur ce texte,
mais également, et c'est ce qui nous intéresse ici, Cassiodore, les variables Cassiodore, qui sont citées pas moins de 35 fois dans son commentaire, qui, pour celles et ceux que cela intéresse, est édité par Marie Zwirkam depuis 2008. Alors, on sait pardon, que Jean a consulté de manière directe la collection cassiodorienne parce qu'on conserve le propre exemplaire de Jean Dabrovka d'Evaria, dont on sait d'ailleurs qu'il est légué dans son testament à la faculté des arts. C'est un manuscrit qui est acquis par Jean en 1430, qu'il va abondamment annoter. Il met des schémas, des accolades, toute une série de citations d'auteurs, etc. Et je pense personnellement qu'il s'est servi de cet exemplaire dans la rédaction justement du commentaire de la chronique de Vincent Cadbubec. Et donc, d'une certaine manière, Cassiodore nous aide à comprendre la genèse de la rédaction du commentaire par Jean. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Notamment, je donne un exemple ici. Vous voyez en haut de la page, pardon, un passage de la lettre 21 du livre 1 de Cassiodore qui est surligné en rouge, avec en haut une citation de l'Alexandriis de Gauthier de Châtillon. Il se fait que dans le commentaire de la chronique, le passage en question de Cassiodore est associé justement à la citation de l'Alexandriis de Gauthier de Châtillon. Et vous voyez également la mise en évidence ici, le renvoi à un autre passage de Cassiodore, la lettre 30 du livre 4, qui est également associé à ces deux extraits. Et donc je pense ici qu'il s'agit d'une sorte de travail préparatoire en vue de la mise au propre de toutes les informations collectées par Jean dans la rédaction de son commentaire. Et on verra un autre exemple justement ici, un autre exemple qui aussi permet de compléter le portrait de Jean comme lecteur et utilisateur d'Evaria. C'est un manuscrit ici pardon, qui est copié aussi vers 1430, donc avant la mise au propre du commentaire de la chronique de Vincent Cadbubec. C'est un manuscrit qui contient le Sophilogium de Jacques Legrand, je vous ai dit, texte qui est abondamment utilisé par Jean dans son commentaire, et Sophilogium dans lequel Jean a inséré toute une série de citations d'auteurs divers, soit en marge du texte principal, soit sur des feuillets annexes. Et parmi ces auteurs, on retrouve encore une fois Cassiodore qui, pour le coup, est utilisé encore plus que dans le commentaire, puisqu'ici, j'ai relevé 66 citations puisées dans toute la collection. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, je donne un feuillet au hasard, vous voyez que ça ne contient que des extraits de la collection Cassiodore, qui sont organisés selon les 12 livres. Vous avez le livre ici et puis les extraits correspondants. Vous remarquez ici que dans la rubrique, Jean a indiqué le thème de ces extraits, des Scientia Literarum. Eh bien, chose étonnante, lorsque je regarde le manuscrit, l'exemplaire des variables de Jean de Dabrovka, je constate que tous les extraits que l'on retrouve dans le Sophilogium, dans le feuillet annexe du Sophilogium, ont été soulignés en rouge par Jean, avec dans la marge, vous voyez, la mention justement Scientia Literarum, que l'on retrouvait justement dans l'entête de ce feuillet. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi un outil, un témoignage de la mise au propre de toutes les citations que Jean a relevées comme pouvant être utiles à son propos dans la rédaction de son commentaire. Et donc, on pourrait dire que à la fois le Sophilogium et également le manuscrit ici d'Evaria sont deux textes, deux manuscrits qui témoignent d'une certaine manière du travail préparatoire de Jean dans la rédaction de son commentaire. Alors, ce qui est intéressant également dans le cadre des annotations du Sophilogium, c'est que les passages soulignés ne concernent pas uniquement la question des arts libéraux. On trouve également des thèmes autour de la gestion de la res publica,
avec ici, je pointe deux passages auxquels sont associés les varias de Cassiodore, le premier Qualis debeat eligi princeps, et un autre passage ici qui est ajouté donc, sur un feuillet indépendant par Jean Dabrovka. Alors, je ne rentre pas ici dans le détail de la question politique, mais je précise toutefois que ce n'est pas étonnant dans le sens que l'un des objectifs poursuivis par Jean Dabrovka dans son commentaire, c'est justement de susciter chez ses lecteurs un élan patriotique qui a véritablement la volonté de louer le passé glorieux polonais et par l'entremise de toute une série de citations, d'exemples tirés du passé, et objectives auxquelles participent justement les varias de Cassiodore. Et cette utilisation des varias dans une optique d'exhortation de la patrie, c'est quelque chose que l'on retrouve déjà en Europe centrale, notamment chez Jérôme de Prague. Je vous avais cité au début de mon intervention la fameuse harangue de 1409. Eh bien, ici, Cassiodore est cité à deux reprises, avec parfois de légères réécritures et aussi, mais c'est anecdotique, Jérôme de Prague visiblement se trompe dans l'identification exacte des passages, mais deux passages des varias qui participent du même objectif, encore une fois, cet élan patriotique. Alors, c'est véritablement cette utilisation de Cassiodore dans une optique d'édification politique des gouvernants, c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel en soi. On le retrouve dans d'autres zones et dans des conditions un petit peu différentes, particulièrement en Europe centrale, étonnamment. Je cite simplement un cas assez célèbre, mais qui est, je pense, assez symptomatique, celui du chancelier de Charles IV, Jean de Neumark, qui, dans une lettre qu'il adresse justement à l'empereur en 1355, Jean cite une bonne partie de l'épître initiale du livre 1 de Cassiodore, et il recommande sa lecture à Charles IV, et il dit que selon ses dires, Charles y trouvera des conseils pour la gestion des affaires temporelles. Alors, maintenant que j'ai un petit peu présenté le cadre avec Jean, il faut voir un petit peu maintenant la suite. Qu'est-ce qui explique aussi la diffusion de ces 7 exemplaires, 6 si je décompte de l'exemplaire de Jean Dabrovka. Alors là encore, la figure de Jean semble déterminante. Pourquoi? Parce que le commentaire de la chronique de Maître Vincent a été conçu à l'origine comme un outil pour l'enseignement à la faculté des arts. Et d'ailleurs, en 1439, lors de la réforme du programme de la faculté, le commentaire est inclus parmi le canon des textes qui doivent être enseignés. Et donc, on pourrait se dire que le succès du commentaire en milieu universitaire a pu déteindre sur les auteurs qui sont mobilisés par Jean dans le commentaire en question et bénéficier alors pour le coup notamment à Cassiodore. C'est donc pour ça qu'on voit l'apparition justement de ces 6 autres exemplaires qui sont produits pour la plupart par des étudiants de la faculté des arts. Et ce qui est aussi intéressant, et là ça posera question pour l'utilisation concrète de ces manuscrits, c'est qu'ils témoignent d'une intense circulation des livres, parce que sur les 7 exemplaires que je cite ici, que je présente ici, j'ai pu relever 12 possesseurs différents, tous médiévaux, ce qui témoigne donc d'une circulation assez vive et rapide des livres d'un possesseur à l'autre. Je donne simplement un exemple, le manuscrit 666 de la bibliothèque Jacques Lhomme, qui est copié au Collège des pauvres boursiers de la Faculté des Arts par Jean-Alexandre de Zazadi, qui ensuite passe aux mains de Stanislas de Gorka, qui est doyen de la Faculté des Arts. Et enfin, en fin de siècle, en 1497, on a une note de possession d'un certain Jean de Poznania, qui est diplômé de la faculté de médecine, pour le coup, et qui y enseigne. Donc, vous voyez aussi que les manuscrits, certes, proviennent pour la plupart de la faculté des arts, mais ils voyagent d'une faculté à l'autre, ils ne sont pas cantonnés à la faculté des arts.
Alors, du point de vue textuel, les exemplaires cracoviens présentent un faciès assez homogène je précise que toutes les caractéristiques que je vais ici évoquer et qui sont propres à ce groupe se retrouvent dans l'archétype justement du groupe, à savoir l'exemplaire de Jean, ce qui me donne à penser qu'il a servi à la production, à la copie d'autres exemplaires, donc comme Mandel, et ce qui témoigne peut-être aussi dans une certaine mesure de l'utilisation de l'exemplaire de Jean dans le cadre de ses cours. Alors, première caractéristique commune et caractéristiques qui sont propres encore une fois aux manuscrits polonais, le fait que tous les manuscrits après la titulature introductive de Cassiodore qu'on retrouve en début de la collection, eh bien, choisissent d'adjoindre une formule élogieuse qui désigne l'auteur de la collection comme Facundicidi paritaire et Venustissimi eloqui, donc comme un homme au discours très élégant, plein de charme. Et quant aux varia, elles sont désignées comme une œuvre remarquable, insignée opus. Alors, une autre caractéristique, et ici très importante, de ces manuscrits réside dans les rubriques qui introduisent chaque lettre de la collection. Alors, dans la version originale, ces titres qui sont d'ailleurs réunis en début de livre, généralement comme une sorte de table des matières, se résument généralement au destinataire de chaque missive. Et vous voyez ici qu'on a ajouté à ces destinataires, soit en marge, soit directement inclus dans la rubrique du texte, une sorte de résumé thématique qui cherche à donner l'essence du discours qui est contenu dans la lettre en évacuant les informations qui sont jugées inutiles et en particulier le contexte d'énonciation. Alors, c'est un exercice qui est parfois compliqué pour l'auteur de ces rubriques parce que Cassiodore a tendance aux digressions, aux excursus en tout genre, et donc ça donne parfois un aspect assez hétéroclite à ces lettres. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont parfois ces digressions, notamment pour tout ce qui concerne les arts libéraux, etc., qui ont intéressé les lecteurs et qui sont pointés justement dans ces rubriques. Alors, je précise simplement que ce type de résumé, cette pratique en tant que telle, elle n'est pas propre à l'université de Cracovie, on la retrouvait déjà auparavant, à différents endroits, dans différents moments et sous des formes diverses. Ici, vous voyez que ça peut se résumer à quelques mots. Dans d'autres cas, ce sont plusieurs lignes, c'est un véritable commentaire, une synthèse presque du contenu. Avec l'établissement, en tous les cas, j'ai pu établir, je pense, des traditions qui sont spécifiques à ces rubriques, que l'on copie de manuscrit en manuscrit, traditions qui soit complètent, soit nuancent, soit réfutent le schéma hiératique proposé par Mommsen dans son édition d'MGH en 6 classes textuelles. Alors, ce sont des résumés qui ont bénéficié d'un certain succès et qui ont sans doute été utilisés peut-être aussi dans un cadre pour le coup pratique. Et je donne ici un simple exemple, c'est un groupe de 3 manuscrits italiens, même s'il y en a un qu'on classe comme catalan, mais il est italien, vous allez me croire sur parole. Et justement, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté en début de volume ou en fin de volume, on a réuni ces rubriques en table, en index, avec parfois l'ajout en fait d'outils un petit peu plus compliqués et qui témoignent, je pense, là pour le coup, d'un usage véritablement pratique d'une utilisation de ces rubriques. Alors, que retenir pour conclure de cette incursion en terre polonaise? Alors, tout d'abord qu'il ne s'agit pas en soi d'une situation exceptionnelle, en tous les cas en matière d'environnement de réception, puisqu'on a vu les varas circuler déjà en milieu universitaire, notamment en Italie. La situation est exceptionnelle par le nombre de manuscrits conservés et par la période assez courte dans la production justement de ces exemplaires. Et le succès, la fortune littéraire des varia à Cracovie doit beaucoup, je pense, à Jean de Dąbrówka et au succès de son commentaire de la chronique
de Vincent Calubec, où il utilise abondamment les varias de Cassiodore. Or, les conditions exactes de l'enseignement des varias doivent être ici encore affinées. Ce qui me pose question notamment, c'est le fait que, en dehors de l'exemplaire de Jean, les manuscrits ne sont pas notés, il y a très peu de marques de lecture. Ils présentent pour la plupart un aspect assez soigné, notamment au niveau des initiales. Alors, assurément, le nombre d'exemplaires produits témoigne d'un besoin, d'une manière ou d'une autre, plus particulièrement à la Faculté des Arts, d'où proviennent justement ces manuscrits. Alors, bon nombre d'entre eux présentent sur leur reliure, on a conservé pour la plupart de reliures médiévales, les traces de fermoirs et de boulons. Donc, on peut se dire justement que ces manuscrits devaient être enchaînés. Alors, est-ce que ça les lie à une bibliothèque d'un collège en particulier? Peut-être. Il ne faut pas oublier aussi que bon nombre de ces manuscrits ont voyagé d'un possesseur à l'autre sans qu'il soit fait mention de près. Et donc là, ici, ça complique l'hypothèse d'une éventuelle propriété institutionnelle. Alors, plusieurs pistes de recherche doivent encore être explorées. D'une part, il faudrait que je précise véritablement le rôle qu'occupe la collection de Cassiodore dans le commentaire de Jean. Alors, dans un deuxième temps, il serait intéressant de voir, dans la mesure du possible, si d'autres productions universitaires de Cracovie, et en particulier à la Faculté des Arts, ont mobilisé les varias de Cassiodore. Et d'autre part, essayer de pister la diffusion des varias hors de l'Université de Cracovie. Alors, il est à peu près sûr que la collection a bénéficié d'un essaimage grâce aux anciens diplômés de l'université, et j'en ai au moins une preuve au chapitre de la cathédrale de Gniezno, grâce à un document de 1458 qui précise qu'un ancien diplômé de l'université, et c'est intéressant d'ailleurs la précision, lègue à l'attention uniquement du responsable de l'école cathédrale pour son usage plusieurs livres de théologie, et parmi ces livres comme qualifiés comme de théologie, on retrouve un exemplaire des varias de Cassiodore. Or, comme vous le voyez, le dossier que je viens de présenter est encore un petit peu en friche, peut-être un peu brouillon. Il n'empêche, je pense que ça a eu, j'espère en tous les cas, le mérite de mettre en lumière un pan assez méconnu, je pense, de la réception des varias de Cassiodore, et dans un environnement et pour un usage qui sont quelque peu atypiques. Et d'autre part, et ça c'est peut-être un jugement de ma part, ça souligne, je pense, la nécessité du décloisonnement géographique. L'Europe centrale est très souvent, par les chercheurs occidentaux, laissée de côté, alors qu'elle est extrêmement riche. Et il y a toute une série, en fait, de documents qui sont pour l'heure inédits ou inexploités. Et dans le cadre justement des pratiques intellectuelles, et notamment dans le cadre universitaire, c'est un espace qui apparaît comme particulièrement dynamique, grosso modo à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, avec des bibliothèques qui, pour le coup, en plus, numérisent abondamment, et donc qui regorgent de documents qui ne demandent qu'à être exhumés. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à toi pour cette belle présentation. Il y a plein de choses assez fascinantes qui se dégagent là-dedans. Et d'abord, ce personnage un peu étrange, ce Jean d'amour, c'est vrai que c'est qui est un peu le héros caché de l'affaire. Donc là, il y a certainement beaucoup de choses à dire. Alors, je ne sais pas, voilà, il y a des gens qui t'applaudissent virtuellement. Et maintenant, je vais un peu laisser la parole à la salle, si j'ose dire. Alors, soit vous intervenez via la conversation, et vous demandez la parole, soit, comme ici à première vue, vous avez l'air très discipliné et très sage, vous pouvez sans problème y aller aussi en ouvrant et caméra et micro, et on verra si ça s'embouteille. À ce moment-là, on fera un tour de parole, mais sinon, vous y allez sans problème. Donc, vous ouvrez votre caméra, votre micro, et vous lâchez. Alors, est-ce que parmi vous, certains ont envie de… Sinon, moi,
des choses à dire, il y en a certainement. Je pense qu'on aura notre ami Adrien qui connaît le milieu et qui pourra nous en parler. Benoît aussi va certainement nous dire des choses. Et moi, évidemment, c'est des questions de néophytes, hein, si personne ne se lance tout de suite. Moi, ce que je demanderais, ce que je demanderais d'abord a priori, c'est quelle est la postérité de Cassiodore, évidemment, mais la postérité, la récupération, l'influence, la réception des commentaires de Dąbrowska dans d'autres œuvres. Est-ce qu'on a une sorte de récupération sélectionnée? Est-ce que c'est au contraire, est-ce qu'on le prend un peu pour tout? Comment ce commentaire, quel va être son succès? Alors, tu as parlé du succès d'une certaine façon, mais très concrètement, sa récupération, et notamment alors avec cette influence, cette présence en demi-teinte de Cassiodore derrière. C'est une question un petit peu délicate dans le sens que on a beaucoup étudié l'historiographie, s'est beaucoup intéressé à la genèse du commentaire, sa composition, la structuration, le rapport aussi qu'entretient Jean avec Vincent Cabubec. On s'est très peu intéressé en fait justement aux reprises textuelles du commentaire. On sait qu'il est utilisé à l'université et dans d'autres écoles, notamment les écoles cathédrales et monastiques, puisqu'il y a une série d'études. Je pense que le commentaire, si je ne m'abuse, est conservé dans 35 manuscrits, donc sur une période quand même assez courte, 70 ans, ça témoigne d'un certain succès quand même, mais il n'y a, à ma connaissance, pas d'études, et les études que je cite, ce sont pour la plupart des études en polonais, ce qui n'est pas évident toujours, mais c'est, toute la difficulté aussi est que la plupart des textes qui sont produits justement à la faculté des arts et de manière générale à l'université de Cracovie, et là, Paul Knoll l'a bien montré dans sa synthèse, ce sont des textes inédits. Donc, on manque encore, en fait, c'est un terrain qui est tout à fait en friche pour pister justement ces reprises. La difficulté est que le commentaire en tant que tel de Jean, il est de deux types. D'une part, moi, je me suis intéressé aux citations en tant que telles, d'auteurs, et donc, d'une certaine manière, ce n'est pas Jean qui s'inclut personnellement dans le commentaire, mais il serait intéressant que je vois un petit peu, et j'ai l'édition, qu'est-ce que Jean dit personnellement dans le commentaire, et alors c'est sans doute ces passages qui ont ensuite été repris, ou alors on pourrait très bien se dire, par exemple, dans les utilisations de Cassiodore, il y a plusieurs passages qui reviennent, et donc qui sont pointés du doigt par Jean Dąbrowska, qui insiste, et peut-être que ces passages en question ont eu un succès plus important dans d'autres productions universitaires par la suite. Mais là encore, il faudrait que je vois. Il y avait eu un projet, mais dans les années 80-90, d'édition des discours universitaires de Cracovie. L'ouvrage a été publié, mais là, il n'y a pas de mention de Cassiodore. Alors, ce sont des discours qui sont choisis aussi, etc. Ce n'est pas exhaustif, donc bon. Mais voilà, pour l'instant, disons que je bute en touche. D'accord. Ok, merci. Il y a une question de Coraline, et tant qu'on y est, n'hésitez pas les autres à ouvrir même vos caméras pour voir un peu si on voit que ça patauge trop du point de vue de la bande passante. À ce moment-là, on les coupera, mais n'hésitez pas à y aller. De toute façon, on teste un peu le modèle ici, hein. Donc là, vous essuyez les plâtres, donc c'est pas plus mal que vous y alliez sans hésiter, au moins au niveau des caméras. Et je laisse tout de suite la parole à Coraline. Vous ne pouvez pas ouvrir les caméras. Il faut que je vous le demande à vous, à chacun alors. Oui, tout à fait. Je vous ai coupé les caméras, mais normalement, je devrais pouvoir vous les rallumer. J'ai réussi à allumer celle de Anne, donc ça devrait marcher. Oui, donc la prochaine fois, il faudra que je vous... Normalement, vous devriez pouvoir... La tyrannie de la caméra, oui, c'est ça, absolument. Il y en a qui y arrivent, hein. Je vois que Quentin y est arrivé. Certains y arrivent, d'autres pas. Bon, écoutez, Coraline, dans ce temps-là, tu peux toujours poser ta question. Je vais essayer de D'accord. Vas-y. Et je vais essayer d'ouvrir les caméras des autres. D'accord, merci. Merci beaucoup pour cette communication. C'est vraiment un très beau dossier.
Et je suis notamment impressionnée par le nombre de manuscrits conservés, l'existence de familles de manuscrits, etc. C'est très beau. Et donc, moi, j'ai une question sur les inventaires que vous avez cités en début de communication, en disant donc que vous avez repéré des manuscrits à travers les inventaires. Et je voulais savoir quels inventaires, des inventaires de bibliothèques récents ou des inventaires médiévaux et modernes. Alors, ils sont multiples. Ce sont pour la plupart des inventaires médiévaux que j'ai utilisés. Alors, pour toute une série de zones, on dispose, comme vous le savez, d'outils génériques. Donc, par exemple, pour la Belgique, on a le Corpus Catalogorum Belgi. On a des outils similaires pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, etc. Alors, pour le reste, en fait, c'est aussi un petit peu par piochage, par échantillonnage. Je me suis servi par exemple de Becker, etc. Donc c'est surtout aussi au fur et à mesure des lectures que, par exemple pour l'Italie, comme vous le savez, l'Italie, ça c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des répertoires précis. Alors on connaît un petit peu mieux pour les mendiants, etc. C'est sans doute l'une des seules régions pour lesquelles on connaît bien pour les mendiants. Mais il y a, je ne peux pas dire qu'il y a vraiment des types d'inventaires, peu étonnamment quand même, peu d'inventaires modernes. Alors maintenant, on dispose du bel outil TK de l'IRHT qui limmatise les documents des moristes. Il n'y a pas tellement, je n'ai pas trouvé en tous les cas beaucoup d'informations qui ne se retrouvaient pas dans des inventaires médiévaux. Donc je dirais que en termes uniquement d'exemplaires perdus, j'en ai une centaine. Alors sur les 100, il y en a qui se retrouvent, par exemple, les bibliothèques pontificales, Avignon, Péniscola et après Rome, ont conservé 10 exemplaires différents. Donc, mais il y a le droit de dépouille évidemment aussi, donc ça nuance un petit peu l'attrait. Alors, ce sont pour la plupart aussi pour l'Angleterre, comme j'ai dit, là, vous voyez, on passe de 9 manuscrits à 35 si je prends en compte les exemplaires perdus. Donc là, évidemment, c'est un outil qui est assez intéressant. Mais donc, pour la plupart, je dirais, ce sont des inventaires médiévaux. Et des inventaires à la fois, ce qui est intéressant, d'institutions, mais également des inventaires de particuliers. Par exemple, l'Espagne, il y a toute une série de notaires dont on sait qu'ils ont possédé justement des exemplaires des variants. Alors, oui, vous m'entendez? Moi, je suis toujours un fanatique de ce que fait Nicolas. J'aime beaucoup son sujet et aussi ses méthodes. Et j'ai été tout à fait convaincu par l'intérêt de Cracovie, notamment parce que je m'étais heurté à l'époque de la rédaction de ma thèse, qui remonte maintenant au début des années 2000, à des problèmes que je pense que tu as pu surmonter méthodologiquement. Et c'est intéressant par rapport à ce que tu disais sur la nécessité d'arriver en Europe orientale, en Europe centrale. Parce que vers 2002-2003, je cherchais des réutilisations de Pierre de la Vigne, naturellement en Pologne. J'ai su sur le tard qu'elles y étaient. J'ai tout de même trouvé une source intéressante dont nous avons déjà parlé et qu'il faut que tu prennes en compte pour cette histoire, qui est ce fameux formulaire qui est une collection de dictamina de statut très compliqué, un politique mais en partie fictif, d'un homme qui se faisait appeler Jean Notaire du château de Cracovie, qui est antérieur, si ma mémoire est bonne, à ce commentaire fascinant dont tu nous as parlé, qui est un beau documentaire que Cassiodore est déjà arrivé. Et en gros, pour résumer, dans cette collection de dictamina politiques polonais qui sont très beaux et très fascinants, il y a des choses extraordinaires sur la transition avec Edwige et les premiers Jagiellons et l'union entre la Pologne et la Lituanie qui se fait à ce moment-là. C'est un supermarché de la réutilisation brillante de toutes les grandes collections de lettres rhétoriques importantes du XIIIe, du XIVe siècle et en plus de Cassiodore qui a un statut un peu à part, mais qui au fond fonctionne beaucoup pour ces gens-là. Pas seulement, mais comme nous en avons déjà discuté pas mal, comme certaines des grandes collections papales ou comme les lettres de Pierre de la Vigne. Simplement, il y a
il y a 16-17 ans, on n'avait pas les outils de traduction. Donc, maintenant, je sais un peu de tchèque, ça ne m'avantagerait pas énormément à mon niveau pour le polonais. C'est tout de même plus facile de comprendre à moitié avec les outils de traduction, en gros, de quoi parlent les articles ou les ouvrages faits en polonais par nos collègues quand ils n'écrivent pas dans d'autres langues. Les textes sont arrivés plus facilement sur Internet. Il y a les manuscrits sur Internet. Donc, effectivement, dès le problème de la quantité, ça serait le moment de foncer. Et on a des gros déséquilibres. Je dois reprendre ce que je n'ai pas fait dans ma thèse sur la Pologne, alors que potentiellement, il y avait une centaine de pages à faire. Et ça me fait venir à ce que tu disais sur la richesse de ces fonds. Il y a quelque chose d'un petit peu angoissant du point de vue de ces histoires de la rhétorique, parce qu'on a le problème de sources qui sont extrêmement riches, aussi parce qu'on est au XVe siècle, hein, donc les choses apparaissent beaucoup plus clairement, que ce soit en Pologne, en Italie ou en France, dans lesquelles on aurait à se baisser. Et en gros, je pense que les deux problèmes heuristiques sont les suivants et totalement différents les uns des autres. Il y en a un que tu as évoqué et sur lequel, là, pour le coup, on a un travail intéressant à faire les uns les autres, c'est trouver les collègues polonais qui font les choses sur les sujets, qui sont eux-mêmes, pour ce que j'en sais, parce que j'ai quand même quelques contacts, j'en ai beaucoup plus en Hongrie ou en Bohème, mais j'en ai un peu en Pologne, très peu par rapport à la masse de travail à faire, comme nous d'ailleurs d'un certain point de vue, mais ça pose la question des priorités qu'ils ont, qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Ils vont comprendre leurs questions, mais pas forcément avoir traité les choses. Mais là, par exemple, ça m'intéresserait de savoir si tu as eu le temps ou la volonté d'approcher les personnes qui ont fait ces études que tu as trouvées, qui ont écrit les livres, si vous avez déjà des contacts, si vous avez déjà discuté, si ça s'est fait en anglais ou dans une autre langue, et ce que vous penseriez faire éventuellement, parce qu'il faut qu'on aille faire des tables rondes sur des sujets qui nous intéressent si on doit relier les deux bouts, ce que nous voyons, nous, commencer au XIIIe ou au XIIe siècle ou au XIVe siècle en France, en Italie, dans l'ouest de l'Empire, est-ce que nous voyons se prolonger en Pologne? Et puis l'autre grosse question qui est, je pense, plus purement épistémologique, c'est une question qui est assez classique, je crois aussi pour les universités, le monde des universités au Moyen-Âge et du savoir au sens large. On a là des démonstrations absolument parfaites de choses qu'on cherche pour les universités françaises ou italiennes ou anglaises bien avant, à la fin du XIIIe siècle, par exemple, au début du XIVe siècle, et pour laquelle on n'a jamais les sources suffisantes. Alors évidemment, comparativement, on se dit ça va être la possibilité de combler, de faire des hypothèses, mais on est un siècle et demi et on est dans un monde très différent par certains aspects, très semblable par d'autres aussi, parce que c'est tout de même le même monde médiéval qui continue. Dans quelle mesure penses-tu que tu puisses te servir de ce que tu vois en action à Cracovie pour déduire des choses dans d'autres contextes plus anciens et éventuellement plus occidentaux, sans risque d'anachronisme, de dérapage heuristique? Et s'il y a un risque, où le vois-tu par rapport à tes propres utilisations? Excellente question. Alors, tout d'abord, c'est anecdotique, mais si ça t'intéresse, Jean Dabrovka se sert abondamment aussi de Pierre de la Vigne dans son commentaire. C'est comme ça que vieillissent les thèses. Voilà. Grâce au bon. Alors, d'abord la question des contacts, ce qui m'a assez interloqué, parce que j'ai été en contact avec Paul Knoll, qui m'a dit qu'apparemment, il y a autant au siècle dernier, il y a eu toute une série d'études justement sur le milieu universitaire de Cracovie. Maintenant, ça n'intéresse plus, ou en tous les cas, il y a moins d'études, moins centrées sur la question de la faculté des arts. Et aussi, il y a le problème aussi de ces textes inédits. Donc, de Cracovie en tant que tel, je n'ai pas de contact direct. Alors, la question plutôt épistémologique, elle est difficile et en même temps, je pense que l'avantage d'avoir une vision assez globale justement de l'utilisation de Cassiodore dans l'environnement universitaire. Alors, je repense à ça aussi parce que tu as dit, mais c'est vrai que je n'ai pas dit, mais 1430 avec Jean Dabrovka, ce n'est pas la première mention que j'ai de Cassiodore à Cracovie, dans le sens que j'ai un manuscrit qui date des années 1420, qui contient une sorte
de florilège d'auteurs et dans lequel on trouve 3-4 mentions, à côté essentiellement des pères et de toute une série d'auteurs antiques, et parmi lesquels Cassiodore est cité. Ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que Cassiodore n'est pas du tout considéré à l'époque médiévale comme un père ou comme un auteur du Moyen-Âge. C'est un ancien, au même titre que Cicéron. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, j'ai cité le cas des discours à la faculté de médecine de Florence. Eh bien, ce discours en tant que tel, qui est prononcé par Thomas del Garbo, eh bien, il considère Cassiodore comme le père de l'éloquence et non pas Cicéron, à qui on attribue généralement justement cette caractéristique. Donc, Cassiodore est un ancien de ce point de vue. Alors, et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est que le phénomène que j'observe en termes d'utilisation et surtout au niveau des rubriques, au niveau des marques de lecture, etc., que j'observe à Cracovie, il y a des spécificités, mais en même temps, c'est quelque chose qui apparemment, et notamment lorsque je compare à Prague, qui est plus ancien évidemment, c'est quelque chose qui s'ancre déjà dans une tradition. Donc, je pense qu'il y aurait moyen d'établir quelques hypothèses pour des dossiers justement où, comme tu dis, on n'a pas d'informations. Mais concrètement, par exemple, pour les universités italiennes, j'ai des traces en tant que telles qu'il y a des maîtres qui ont des exemplaires, on a l'un ou l'autre manuscrit, et encore, mais c'est très peu par rapport justement aux données dont j'aurais besoin pour établir concrètement une utilisation de la collection dans ces milieux. Cracovie est beaucoup plus riche pour le coup, même si j'ai montré que à la fois j'ai des données et de l'autre côté il y a des choses où les sources ne sont pas explicites. Donc ça, ce sera de fait une vraie question méthodologique, mais je pense qu'avec la prise de hauteur, j'aurai moyen d'établir des conclusions qui, je pense, ne seront pas trop anachroniques d'un environnement à un autre, d'une période à une autre. Moi, j'espère maintenant, la thèse est en cours. Merci Nicolas, et merci à Benoît pour la belle discussion. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je pense notamment à Adrien qui était particulièrement intéressé par le sujet. Oui, alors, c'est-à-dire j'aurais plutôt deux, trois petites remarques. Déjà, merci beaucoup pour la présentation très intéressante, très exhaustive de ces manuscrits, notamment sur le lien avec le commentaire de la chronique de Kadlubek par Jean Dombourque. Et donc, c'était vraiment extrêmement intéressant de voir les liens directement comme ça au niveau des textes également. Alors, en ce qui concerne la réception, du manuscrit, du commentaire, donc on est à peu près sur, comme vous l'avez dit, sur une trentaine de manuscrits connus. Et là-dessus, on a beaucoup les travaux dans l'édition du commentaire, de Martin Zierchan, donc il date des années 60. Comment? 2008. Ah oui, non, mais je confonds, oui. Non, de Martin Zierchan, effectivement. Et on a également les travaux plus anciens, donc des années 60, de Wierzchowski sur les collections historiques. Ouais. Il y a un collectif en 2015, je crois, oui, justement sur... Mais encore une fois, je trouvais plutôt la genèse de la collection, les intérêts il y a les deux. poétiques. Mais c'est vrai que c'était plutôt sur la genèse. J'ai fait également un papier dans la revue Pétia de Brepols là-dessus. C'est vrai que oui, c'était vraiment plutôt centré sur la genèse, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes au niveau de la réception, notamment le fait que, comme vous l'avez bien souligné, beaucoup des manuscrits, à la fois des manuscrits polonais de Cassiodore, vont dans les écoles ecclésiastiques, mais c'est le cas aussi pour le commentaire de Dąbrówka. Donc, il y a certainement des circuits qui sont parallèles et liés certainement à ce niveau-là. Quelque chose à faire peut-être au niveau des possesseurs à ce niveau-là.
Après, sur la remarque de Paul Knowles sur l'état de la recherche, je ne sais pas, parce que il y a quand même la très bonne synthèse de Michałowska, Teresa Michałowska notamment, qui a fait une excellente synthèse, bon, qui est en polonais, mais sur l'ars dictaminis en Pologne médiévale. Donc, il y a quand même des choses qui se font. Donc, je trouvais que le tableau était peut-être un petit peu sombre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font, notamment autour de Dąbrówka, autour de l'ars dictaminis, etc. Bon, ça, c'est une question que je connais moins parce que je ne suis pas philologue, mais il y a quand même des choses qui se font. Voilà, mais c'est vrai que c'était en tout cas une présentation très très intéressante et merci beaucoup. Merci. Merci pour ces remarques. Et de fait, je me demande, Benoît, est-ce qu'elle n'avait pas participé au dictamen dans tous ces états? Non, et ça c'était une rencontre de 2012, mais c'était pas elle qui était venue. Et certainement, il faut que je me mette en contact avec cette personne. Non, mais c'est évident qu'on a encore des blocages d'informations. On a fait une sorte de réseau sur l'ars dictaminis, théorie et pratique, heureusement, parce que théorie tout seul, c'est un peu aride, pour le 12e, 13e, 14e siècle, mais il est resté pour l'instant assez franco-italo-allemand, avec des bonnes ramifications du côté de la République tchèque. Il est temps certainement de l'étendre du côté de la Pologne. Ouais, c'est vrai que les outils de traduction deviennent plus performants d'année en année, et c'est un moment critique. Il y a 10 ans, personne ne pensait à aller prendre un livre en polonais parce que tout le monde était découragé en se disant on n'y arrivera pas. Maintenant, on peut traiter ce genre de choses pour comprendre à peu près ce que le collègue a fait. Il n'a pas l'embarras de devoir absolument automatiquement faire le livre en anglais ou en allemand quand il est ou en français. Donc tant mieux. On est vraiment à un moment où il faut rénover nos habitudes de lecture des collègues qui écrivent dans des langues d'Europe centrale. Ça, c'est sûr. Et est-ce que si je peux ajouter quelque chose, est-ce que à tout hasard tu serais en contact avec Krzysztof Nowak de l'Académie des sciences de Pologne, qui est très souvent à la RHT, parfaitement francophone, et qui construit actuellement un site de référence sur le corpus du latin médiéval, et donc qui pourrait échanger avec toi, qui est sur place, qui a des étudiants et qui connaît très bien sans doute ces questions et la documentation polonaise en général. Donc ce serait peut-être une porte d'entrée, il est très sympa. Voilà. C'est noté pour Nicolas Michel, c'est noté pour moi. Je mets juste son site, l'URL, ici, où il est en train de constituer ce corpus du latin polonais. D'accord. Bah, j'avais pensé à un moment contacter Monica Bringzeid aussi, parce que je pense que peut-être elle devrait connaître la question de la production universitaire de Cracovie, mais parce qu'elle avait établi pour les commentaires des sentences de Pierre Lombard un site, mais qui, j'ai été voir il n'y a encore pas longtemps, mais plus mis à jour, et où il y avait Jean Dąbrówka qui était indiqué, mais ça, je n'ai pas encore contacté dans la liste à faire. Très bien. Merci pour tous ces échanges. Est-ce qu'on a d'autres réactions? N'hésitez pas, si d'autres ont envie de donner leur avis, simplement poser des questions. Déjà, c'est pas mal de choses. Je pense que c'était en effet passionnant. Il y a plein de choses, à mon avis, sur lesquelles on sera content d'avoir des échos dans un très proche avenir. Je suis content à beaucoup de titres, d'abord parce que ça a pas mal marché. À mon avis, il y a des choses qu'il faut encore revoir dans l'organisation, peut-être, mais ça, je suis donc on est tous plutôt tout à fait ouverts pour ces conseils. Donc, vous n'hésitez pas de votre côté à nous faire des retours. Ce n'est pas bien, on n'a pas bien entendu, ce n'était pas clair, c'est trop long. Il faudra organiser un autre système de questions-réponses, soit avoir les textes avant, après, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à faire des propositions. L'idée, c'est évidemment de ne pas remplacer les séminaires traditionnels, mais d'ajouter, on va dire, d'alléger les séminaires traditionnels par ce système qui nous permet par ailleurs de nous trouver dans des conditions compliquées. Ça nous a permis aussi, ce petit séminaire en web, ce petit webinaire, ça nous a permis aussi de voir ce qu'il en était du côté
de l'Est, des universités de l'Est. Et ça c'est très intéressant. Ce qui se passe, c'est ce projet des universités médiévales en Pologne et autour de cette diffusion, cette construction de manuscrits universitaires dans les pays de l'Est, c'est assez fascinant. Donc, ça fait partie des grandes découvertes, à mon avis, de ces dernières années en matière d'histoire intellectuelle. Et on est en plein essor et je suis vraiment heureux d'assister et de participer à ça avec vous, enfin de l'extérieur, mais c'est bien quand même. Voilà, je pense qu'on va arrêter ici le petit séminaire, sauf s'il y a des remarques de dernière minute. Paul Ingrid avait une question à poser. Ah, Ingrid, je n'ai pas vu. D'accord, très bien. Oui. Vas-y Ingrid. Mais si on a le temps, j'avais juste une question un peu plus générale pour Nicolas sur sa thèse et l'articulation entre le dossier que tu as présenté aujourd'hui et le reste de ta thèse. Donc, si j'ai bien compris, c'est un dossier que tu explores dans le cadre de ta thèse et comment est-ce qu'il s'articule au reste? Est-ce que tu peux présenter un peu pour qu'on situe un peu, enfin en tout cas que moi je situe puisque je ne connais pas très très bien tes travaux. L'objectif premier de la thèse était d'abord de partir des manuscrits, des variables, puisqu'il n'y avait aucune recension connue si, à partir des travaux de Theodor Mommsen, mais Mommsen listait 120 manuscrits. Ici, j'en ai 180 plus les exemplaires perdus, donc là, le corpus est déjà différent. À l'origine, la thèse était centrée uniquement sur la diffusion de ces manuscrits, les canaux de transmission, etc. Maintenant, je souhaite vraiment inclure aussi la question des reprises textuelles pour saisir concrètement l'objectif, la réception et l'utilisation de la collection. Et là, je mobilise à la fois les manuscrits, les inventaires, la tradition indirecte par les citations, reprises, etc. Et le dossier de Cracovie va s'insérer dans l'un des angles de réception qui est l'angle plutôt de Cassiodore comme outil d'enseignement et qui évidemment recoupe d'autres angles. Par exemple, on sait que Cassiodore, enfin, je sais que Cassiodore est pas mal employé par les prêcheurs dans le cadre de leurs sermons, etc. Et là, il y a des recoupements évidemment avec l'activité d'enseignement, prédication, etc. Donc voilà, l'objet, ça va être d'essayer de dépeindre un tableau général de qu'est-ce qu'on fait de la collection à l'époque médiévale, quel est le statut de celle-ci, et aussi lié à la figure doctorialité de Cassiodore, puisqu'il est assez connu quand même, ne serait-ce que parce qu'il y a son commentaire évidemment des psaumes, également d'une certaine manière l'histoire tripartita, son De Anima, mais là il est plutôt considéré comme fondateur de Vivarium, donc plutôt là pour le coup comme faisant partie du corpus patristique, et il y a véritablement une sorte de tension dans la réception de sa figure plutôt comme homme politique, et donc voir un petit peu aussi de manière générale une collection épistolaire, certes, parce qu'elle a la forme, mais on l'utilise pourquoi et pour toute une série étonnamment d'usages. Et ça rejoint en fait ce que j'avais voulu faire avec Jean Limoges, c'est-à-dire insister sur la plasticité textuelle des textes et la diversité des emplois possibles d'une même œuvre à l'époque médiévale. Ok, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est toujours possible. Non? C'est bon? On a fait le tour? Je vois qu'il n'y a plus rien du côté de la conversation. Donc, c'est bon. Ben, dans ce cas-là, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine fois. La prochaine séance, si je ne me trompe pas, c'est le 16 avril, c'est jeudi prochain à 14h, et c'est Estelle Ingrand-Varenne qui va nous parler de la pratique épigraphique dans les lieux saints dans le royaume latin de Jérusalem, durant du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça ne manque pas d'intérêt, loin de là. C'est une question fascinante. Donc, là, j'espère qu'on vous retrouvera tous en bonne santé et en forme la semaine prochaine pour faire un nouveau séminaire. Voilà.
Merci à toutes, merci à tous et à bientôt. Allez, bonne semaine.